Voilà, donc je ferme ça. Voilà, très bien. Parfait. Et ben déjà, merci à vous d'être là. Merci à la mairie de Lérin pour avoir permis cet événement-là. Et puis, vraiment très heureuse de pouvoir faire cette conférence, diffuser un message, voilà, hein, qui est un petit peu le travail de nombreuses années, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, j'ai intitulé cette conférence « Retrouver la joie ». Retrouver, c'est un peu l'idée que, à un moment donné, ça a été perdu, hein, qu'il y a comme un souvenir de quelque chose qu'on aimerait ramener à soi et la plupart du temps, on ne sait pas trouver le chemin vers ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qui font que on a du mal en fait à retrouver cet état. Et quand je parle de joie, en fait, pour moi, c'est pas la joie, on va dire, d'un événement particulier, de quelque chose qui va se passer dans notre vie à un moment donné de particulier, qui va amener un enthousiasme parce qu'il y a cet événement-là, mais plutôt quelque chose en fait qui vient de l'intérieur. C'est pour ça, on pourrait l'appeler en fait la félicité plutôt, quelque chose qui serait qui, qui sous-tendrait en fait ce que nous sommes vraiment et puis qui surtout n'aurait besoin de rien en fait d'extérieur pour exister et se propager naturellement. C'est pour ça aussi que j'ai mis ce petit sous-titre, un chemin vers soi, parce que pour moi en fait, retrouver la félicité, qui est l'état finalement de l'enfant non conditionné, qui en fait accueille tout et qui est naturellement en fait dans cette joie, c'est déconstruire finalement ce qui nous a conditionnés et amené peut-être à étiqueter chaque moment d'une manière plus négative, on va dire, ou en tous les cas moins spontanée. Voilà. Alors, il y a toujours un point de départ. Ce que j'appelle le point de départ, c'est que souvent, en fait, dans nos vies, quand il y a cette recherche de quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus beau, de quelque chose de plus grandiose, même si on ne sait pas toujours mettre les mots dessus, il y a souvent quelque chose dans notre vie qui va faire point de départ dans le sens que ça va catalyser, en fait, cette recherche. Et c'est souvent des choses tragiques, malheureusement. C'est souvent des moments dramatiques, c'est souvent des moments où on se sent mal, c'est souvent des moments où on va traverser le désert. C'est à ce moment-là qu'effectivement, les choses, souvent, elles s'ouvrent, justement. En tous les cas, ça a été mon cas. Je vais brièvement, en fait, vous raconter un petit peu mon histoire pour vous expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à parler, à écrire des livres, à, on va dire, partager certaines choses que j'ai comprises. C'est que pour moi, le point de départ, ça a été une profonde dépression, en fait, dans laquelle j'étais il y a déjà de nombreuses années, c'était en 2008. Et on va dire, ce point de toucher le fond de la piscine, on va dire, a fait que je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais en fait, la vie, ça ne peut pas être juste de la souffrance. Ça ne peut pas être juste ça, en fait. Sinon, à quoi bon, en fait? À quoi bon? Et malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes arrivent à cet à quoi bon qui est triste, qui est malheureux, hein, et ne savent pas comment rebondir, en fait. N'ont pas les clés pour pouvoir donner ce coup de pied au fond de la piscine pour pouvoir remonter. Et c'est un petit peu mon message, en fait, de voir que finalement, c'est là, sauf qu'on ne sait pas comment y accéder. Et mon cheminement a fait que, par des lectures, par des compréhensions, par tout un cheminement, en fait, vers moi-même. Parce que finalement, je me suis rendu compte que ce que l'on recherche, l'extérieur ne peut pas nous le donner. Et qu'irrémédiablement, on va devoir se tourner à l'intérieur. Et c'est un petit peu le propos de cette conférence et l'invitation que je vais vous faire, parce que vous allez voir que ça va être interactif. Et je vais vous demander d'aller voir un petit peu en vous qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, passons à la suite et déjà avec une première question. Alors, selon vous, et dans votre cas plus personnel, qu'est-ce qui vous coupe de votre état naturel de joie?
Qu'est-ce qui vous coupe de ce qui est là, sous-jacent? Il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait, parce que c'est quelque chose qui est propre à chacun. Déjà, il y a l'ambiance générale, le monde en ce moment est très rigoureux. Hein. Oui, Hein, oui, oui. on peut se poser des questions. Si Trump est réélu président des États-Unis, je veux dire, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Ouais. Toute politicienne mise à part. Voilà, donc, il y a ça qui peut très bien. Oui, il y a comme une inquiétude, on va dire. Oui, une inquiétude. Oui. Oui. Quelqu'un d'autre? En ligne, si vous voulez participer, vous pouvez aussi, on vous entend. En fait, c'est par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est tous les événements finalement extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser, parce qu'on peut rien maîtriser tout ce qui est à l'extérieur, donc nous donne l'illusion qu'on peut rien maîtriser. Donc finalement, on est dans la peur de rien maîtriser, et du coup, comme on est dans la peur, on est coupé à la joie. Et comme on se Oui. reconnecte pas à soi et qu'on soit on sait pas faire ou qu'on sait pas qu'on est en capacité de le faire, finalement, on a encore l'illusion de croire qu'on ne peut pas être en joie à partir du moment où l'extérieur ne va pas. Donc si Oui. on se focalise sur systématiquement ça va pas, donc je peux pas aller bien, donc ça veut dire qu'on va dépendre toujours de l'extérieur et donc je ne peux jamais rien maîtriser de ma vie et de mes émotions et de la joie. Et donc, du coup, c'est vrai que si on se ressente sur soi, qu'on se dit, bah non, je peux vivre effectivement, ce qui peut me sembler terrible, ce que je vis là, peut finalement me permettre à reconnecter à la joie parce que qu'il me reste que ça. C'est-à-dire que si je me focalise sur dehors et qu'en fait, ce que je vis, c'est dramatique, bah, si j'arrive pas à me connecter à mon émotion, bah, en fait, je suis foutu. Dans ce que tu dis, oui, ça fait appel à la notion d'impuissance, en fait. C'est ça. On se sent complètement démuni et impuissant face à ce qui est là à l'extérieur et même, je dirais, à ce qui se passe à l'intérieur. Parce que les émotions, les pensées aussi peuvent être porteuses, en fait, de plein de choses. Et c'est ce qu'on va voir, en fait. C'est que, Et les subir, du coup. ouais, c'est ça. Merci, Gilles. Donc, effectivement, oui, tout à fait. Hein, et on va comprendre pourquoi, mais effectivement, on va dire que la tendance naturelle de l'être humain, c'est à se tourner vers l'extérieur. C'est à se tourner vers ce qui bouge, ce qui change, ce qui est transitoire, ce qui est là, qui happe notre attention. Et l'invitation de ce matin, c'est aller voir justement, mais c'est quoi qui ne bouge pas? C'est quoi qui est stable véritablement? Et cela, en fait, on ne peut le trouver qu'en soi. On ne peut pas le trouver à l'extérieur puisque c'est un monde de phénomènes transitoires. On voit bien, tout apparaît, disparaît, même si ça prend du temps, tout a un début et une fin dans ce monde. Il n'y a rien en fait qui perdure. Donc effectivement, axer notre regard là-dessus fait que forcément, on ne va pas. Bonjour. Pas de souci. On vient de commencer, c'est pas grave. Installez-vous, installez-vous. Alors, poursuivons donc. Alors, j'ai identifié, on va dire, quatre choses qui, principalement, on va dire, pour résumer un peu les choses qu'on vient de dire, nous coupent de cet état naturel de joie. La première chose que j'ai identifiée, je ne sais pas si vous voyez très bien, j'espère que oui, que c'est lisible. J'aurais aimé faire plus grand, mais je n'ai pas réussi. Donc, c'est tout ce qui nous ramène dans le passé. Donc là, on parle de la pensée, on ne parle même pas de ce qui se passe à l'extérieur. Et tout ce qui nous projette dans le futur. Donc, pensée anxiogène, projection mentale, etc., qui vont effectivement nous déconnecter de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va dire que l'état naturel dont on a parlé, il se situe forcément dans le présent. Et dès lors qu'on va aller chercher, en fait, ou que des pensées viennent, en fait, elles apparaissent, on va le voir,
C'est-à-dire que c'est même pas nous, en fait, qui allons les chercher, c'est qu'elles viennent. Elles viennent. On ne sait pas pourquoi, à un moment donné, elles émanent. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y a comme un enchaînement dans l'esprit qui va faire que cette pensée me fait penser à autre chose, puis me fait penser à autre chose. Et puis on est parti, en fait, à construire une histoire et on est déconnecté, en fait, de ce qui se passe là. Donc, la première chose qui va nous couper, c'est déjà tout ce qui nous enlève, en fait, de cet instant présent. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point, c'est ce que je vais appeler les traumas et les mémoires. Donc, en fait, c'est tout ce qui, dans notre vie, a été dramatique, tragique, qui a cristallisé des émotions, qui nous ont enfermés dans une fausse croyance, etc. Et donc, qui, à un moment donné, par un événement particulier, va rejaillir. C'est ce que Isabelle Filiosa appelle les élastiques. C'est-à-dire que on va dire qu'un événement particulier va générer une émotion, mais cette émotion, en fait, elle n'appartient pas à l'instant présent. Elle fait écho, en fait, à une mémoire. Et ça, c'est important de le comprendre parce que souvent, on croit que l'autre, en fait, est en cause. On croit que c'est à cause de l'autre qu'on est mal, à cause du comportement d'autres personnes, à cause du monde, à cause de plein de choses, mais finalement, c'est que ça fait écho en nous à une souffrance, ça fait écho en nous à quelque chose qui n'a pas été guéri. Et dans ces cas-là, ça va générer une émotion qu'on ne comprend pas forcément d'ailleurs, et qui peut être très intense parfois, disproportionnée même, je dirais, des fois, à ce qui se passe réellement dans l'instant. Voilà. D'où l'idée de revenir dans l'instant, mais les séparer parce que c'est un peu particulier ce cas-là. Ensuite, il y a toutes les notions de peur et les limitations qu'on s'est auto-imposées. Donc, les peurs, c'est non, je ne peux pas faire ça parce que, je ne peux pas me sentir bien parce que il y a ça qui va arriver, c'est anxiogène ou c'est quelque chose qui me terrorise, ou c'est bien, je ne peux pas me sentir bien dans ces circonstances-là parce qu'effectivement, je ne suis pas vraiment moi-même, en fait. Dans l'état de peur, on ne peut pas être connecté, une fois de plus, à cet état dont on a parlé tout au début. Il y a quelque chose qui se bloque, il y a quelque chose qui se ferme en nous. Et ça aussi, souvent, ça vient de loin. Et ensuite, en dernière instance, c'est ce que j'ai appelé les sabotages et les habitudes. Alors, les habitudes, effectivement, on est, en tant qu'être humain, souvent attaché à des routines, à une manière de fonctionner, et on a du mal, en fait, à sortir de ça. Dès lors qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a comme une résistance. Ça peut nous empêcher, en fait, d'aller de l'avant, de faire quelque chose de nouveau, d'entreprendre, etc. Et donc, dans les sabotages, il y a aussi l'idée que peut-être il y a des fausses croyances, c'est-à-dire qu'on croit qu'on n'est pas assez, qu'on ne va pas y arriver, etc. Donc ça, ce sont des idées, en fait, qui vont nous empêcher finalement d'aller entendre l'élan de notre cœur à aller faire quelque chose qui nous ferait du bien, qui créerait une expansion de nous-mêmes dans le monde, parce qu'on aimerait. Et puis finalement, on ne va pas embrasser ça parce que, voilà, il y a l'idée qu'on ne se sent pas assez, ou qu'on ne se sent pas à la place, à la bonne place. Finalement, tout ça, ce sont des pensées. Si on résume, ce sont des pensées. Uniquement des pensées. On est bien d'accord. Et ces pensées, elles apparaissent parce qu'il y a l'idée d'un moi. C'est-à-dire qu'elles sont construites sur l'idée que l'on se fait de nous-mêmes. Et ça, c'est la base, en fait, de tous nos tracas. C'est-à-dire que, en gros, petit à petit, mon cheminement m'a amené à voir que plus on déconstruit qui on croit être et qu'on s'ouvre à ce qui se présente dans l'instant, comme le petit enfant dont on a parlé au tout début,
qui est spontané en fait. Lui, il n'a pas l'idée qu'il est ceci ou il est cela. Il est. Hein, il y a l'idée vraiment d'exister dans l'instant, de manière très vive, très spontanée. Et c'est vrai qu'à l'état adulte, eh ben, on a perdu cette spontanéité. Parce ce moi-là, il est, à dire, cadré par des choses et des idées très fermées souvent, hein, dans un carcan en fait qui s'est lui-même rigidifié au fur et à mesure. Et l'idée, c'est justement de voir ça un peu plus en détail, d'aller à la profondeur de ça. Et de voir que ce moi, finalement, c'est basé sur quoi? Alors, je vous pose la question, et je vous pose la question à ceux qui sont en ligne aussi. Pour vous, c'est quoi moi? Comment vous le définiriez, si vous deviez le définir? C'est ça, on ne s'est jamais posé la question. C'est parlé comme ça. Ben, moi, je crois qu'on est. Mais c'est bon. Tout ce qu'on a vécu, c'est tout ce qu'il nous a. Voilà, c'est le résultat d'un processus, quoi. C'est ça. Hein, c'est pas moi qui l'invente, hein. On m'a sucré de vie. Hein. Mais voilà. C'est ça. Ouais, c'est le résultat de ce qu'on a vécu avant. En partie. Oui, c'est effectivement le résultat de notre histoire. Oui, c'est ça. Et ce moi, on est bien d'accord, il est fluctuant. C'est-à-dire qu'il s'est construit petit à petit. Et vous vouliez dire quelque chose? Il y a quelqu'un qui voulait parler. Ah oui. Gilles, tu voulais parler apparemment. Tu voulais dire quelque chose? Oui, parce qu'en fait, il y a enfin, en tout cas, moi, dans ma compréhension du vécu, le moi, finalement, la construction qui s'est faite n'est pas moi, mais le regard de moi à travers le regard des autres sur moi. Oui. Ok. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, pour moi, c'est-à-dire que le moi s'est construit à travers les yeux des autres, pensant qui j'étais à leurs yeux, et non pas qui je suis moi pour moi. Oui, Et en fait, oui. ça a été la déconstruction de leur vision de moi pour trouver la construction du moi que j'ai de moi. Tu vois. Un peu compliqué, Non, mais oui. mais on comprend le Je sais pas si c'est cheminement. clair. Ouais, voilà. L'idée qu'on a de soi à travers le regard des autres. Oui, exactement. Oui, mais tout à fait. Mais tout à fait. C'est très juste ce que tu dis, Gilles. Effectivement, parce que il y a beaucoup l'idée, effectivement, de ce que nous ont donné à croire nos parents, nos enseignants, tous les gens qui ont traversé nos vies, qui nous ont dit qu'on était ceci ou qu'on était cela, etc. Et souvent, très très souvent, on l'a cru. On a cru à ça. On a dit, ben oui, c'est vrai. On n'a pas forcément remis en cause. Et souvent, on parlait de traumatisme tout à l'heure, quand il y a eu des choses très difficiles dans nos vies, il se peut qu'il y ait eu des croyances, on appelle ça des croyances, hein. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une pensée qui est crue vraie, mais elle n'est jamais remise en question. Et cette pensée qui est crue vraie, elle va conditionner toute notre vie. Elle va amener les événements dans notre vie, elle va amener un comportement, elle va amener plein de choses qui peut-être n'est pas forcément la réponse à l'instant la plus joyeuse, on va dire ça comme ça. Voilà. Après, il n'y a rien de mal à rien. J'ai toujours tendance à dire tout a le droit d'être là. C'est-à-dire les émotions comme les pensées. Si ça apparaît, ça apparaît en fait. Il n'y a pas à être contre ou à lutter contre quelque chose. Mais à voir que c'est là, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de voir si véritablement, en fait, cette pensée-là, est-ce qu'elle dit vrai, en fait, tout simplement? Et est-ce que je pourrais peut-être, en fait, ne pas l'écouter, tout simplement? Voilà, ne pas l'écouter. Voir qu'il y a quelque chose en dessous de la pensée qui est plus intéressant. On fait le tri automatiquement, non? C'est pas trop. Ça dépend, oui. J'ai entendu ça pourquoi, comment, et puis c'est nul. Oui, mais quand tu n'avais pas intérêt à exprimer aussi. C'est ça, Oui, oui, c'est ça.
Non, c'est vrai que dans une personne qui va être souffrante, Oui. qui va avoir par exemple des pensées obsessionnelles, hein, donc ça, j'ai des cas comme ça en thérapie, et des gens qui ont des pensées obsessionnelles, effectivement, hein, mais tu pourrais nous en parler, qui est là parmi nous. Ces personnes-là, elles sont vraiment démunies en fait par rapport à ces pensées qui arrivent. Elles ne savent pas d'où elles sortent, mais elles sont là en fait. Et elles y croient, parce qu'elles ont pris l'habitude d'y croire à ces pensées-là. Je vais tomber malade, je sens que ma santé est défaillante, ou je sens qu'il va arriver ça, etc. Et ces personnes-là ne vont pas arriver en fait à sortir de cette pensée. Cette pensée va être là continuellement et créer en fait un malaise qui va des fois être tout le temps, en fait, quasiment tout le temps. Donc effectivement, il y a plein de techniques qui existent pour revenir justement à cet état naturel qui fait que on se rend compte que la pensée, si on la laisse traverser sans la juger, juste en posant un regard tendre dessus, ok, tu es là, merci d'être là, de me dire des choses pour m'avertir, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre subconscient, on peut appeler le mental, on peut aussi l'appeler l'ego, hein, l'ensemble de toutes nos mémoires, etc. Ça a un but de préservation. Ça a un but en soi, en fait. Et si notre mental, justement, génère des pensées pour nous faire peur, c'est parce qu'il y a, on va dire, un élan à éviter les choses qui nous font mal. Donc, c'est quelque chose d'assez naturel, on va dire. Mais parfois, le truc, c'est que la pensée, elle est tellement stressante qu'effectivement, on va l'écouter alors qu'elle n'est pas vraie. C'est-à-dire que toutes les peurs que l'on peut rencontrer dans notre vie, mis à part dans des situations d'extrême urgence, elles sont factices. C'est-à-dire que c'est basé sur des projections. Et effectivement, si l'on revient dans l'instant présent, on se rend compte, ah mais non, en fait, pourquoi cette peur est là? Il n'y a pas lieu, en fait, qu'elle soit là. C'est une histoire de caractère aussi, parce qu'il y a des gens qui voient tout en noir et il y en a qui sont toujours Voilà. C'est Quand on vrai. est positif, on se dit, oh, ouais, puis ça passera, et puis on s'en fout, quoi, finalement. C'est bien de pouvoir en fait dire justement de passer à autre chose. Super, c'est super, mais c'est vrai que Mais tout le monde peut. exactement, Voilà, ça dépend du exactement, caractère. c'est ça. Oui, De c'est ce qu'on a vécu. une façon de fonctionner, effectivement, effectivement. Et c'est chouette les personnes qui arrivent à le faire naturellement. Bravo. Hop là. Alors ensuite, c'est bien de voir les problèmes, hein. C'est mieux d'arriver à voir comment effectivement on peut faire avec tout ça, quoi. Dans le premier cas, donc on parlait de revenir au présent. Donc revenir à la présence, c'est quoi? C'est voir quand en fait le mental il nous balade avant, en arrière, en avant, en arrière, puis de revenir là. De juste avoir cette présence. Ah oui, mais là on va revenir ici en fait. On peut, dans ces cas-là, par exemple, revenir dans le corps. Parce que le corps, il ne peut pas être ailleurs que dans le présent. Lui, il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur. Effectivement, si vous regardez des photos de vous quand vous aviez 2 ans, vous n'avez pas le même corps. Non, ça a beaucoup changé. Voilà. Alors ensuite, par rapport au trauma, par rapport aux mémoires, il faut des fois libérer en fait certaines souffrances parce qu'elles sont trop envahissantes et qu'elles génèrent en fait des pensées qui sont trop là et qui nous empêchent en fait de revenir à l'état de présence. Donc ça aussi, ça peut faire partie des choses à faire. Ensuite, on a l'idée de retrouver la confiance. Donc ça, c'est pour pallier aux peurs. Oui. Qu'est-ce que vous appelez libérer la souffrance? Parce que En fait, dans les méthodes que j'emploie moi, qui ne sont pas forcément les méthodes de tout le monde, en fait, puisque à la base, je suis thérapeute, c'est porter un regard d'amour, en fait, sur ce qui a été vécu. En gros, hein, on va dire ça comme ça. Donc, c'est se reconnecter finalement aux émotions qui ont été vécues par le petit enfant ou
dans d'autres cas aussi, on touche en fait à des mémoires qui ne sont pas de l'individu, mais qui ont été héritées par l'individu, par exemple de la famille, hein, donc des croyances qui sont ancrées, etc., et qui vont conditionner en fait notre vie, notre façon de répondre à l'instant. Voilà, donc c'est d'observer ça et rien que en fait d'en prendre conscience, la plupart du temps, en fait, ça va libérer parce que on dit ah oui, d'accord, ah mais c'est pour ça en fait. Voilà, tout simplement. Hein, voilà, j'ai pas d'exemple sous la main, mais bon, voilà, c'est ça en fait. Hein, voilà, on met de la conscience en fait dans les choses. Voilà. Ce que j'appelle mettre de la conscience. Donc ensuite, voilà, donc retrouver la confiance, ça c'est par rapport aux peurs. Donc c'est se rendre compte qu'en fait, ben, si les pensées elles apparaissent spontanément, si les émotions elles apparaissent spontanément, pourquoi tout le reste, en fait, ça apparaîtrait pas spontanément aussi? Et on rebascule, en fait, sur ce qu'on a dit au tout début, l'idée d'impuissance, qu'en fait, par rapport à tout ce qui se passe, finalement, qui je suis moi pour savoir ce qui doit se passer et qui je suis moi pour faire quelque chose pour que ça change, etc. Donc, ce qui est là, c'est là. Ce qui est là, c'est là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut tergiverser, on peut parler longtemps, mais enfin, si c'est là, c'est là. Et donc, au bout d'un moment, de développer, on va dire, une certaine confiance en la vie, de se dire, peut-être que la vie, finalement, elle sait ce qu'elle fait, malgré tout. Même si moi, depuis mon point de vue, qui est quand même assez limité, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens et que ça fait n'importe quoi. Mais peut-être que ce n'importe quoi a besoin d'exister pour qu'il y ait quelque chose derrière qui se passe, qui ait une plus grande compréhension et une meilleure conscience des choses. Donc en fait, à notre niveau, et ça c'est mon positionnement depuis déjà quelques temps, c'est un retour en fait à une idée d'humilité, parce qu'en fait, on est tout petit par rapport à ce monde et je me dis, moi, qui je suis, moi j'aurais étudié pour savoir ce qui doit se passer en fait. Tout simplement. Donc, c'est faire confiance, en fait, à un principe créateur qui nous dépasse, en fait, quelque part. Hein, voilà. Donc, voilà, retrouver la confiance. Et finalement, et je trouve que c'est un point très important, ce qui va nous aider à dépasser la routine, ce qui va nous aider à dépasser nos sabotages, c'est de redonner du sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans une impasse dans notre vie, c'est-à-dire que notre job ne nous plaît plus, que dans notre relation de couple, ça ne marche plus, quand il y a des choses qui sont trop oppressantes, en fait, c'est d'avoir l'énergie de s'en sortir, en fait. Et c'est d'aller vers autre chose qui va nous faire vibrer, qui va redonner du sens à notre vie, qui va redonner du sens à ce qu'on est venu faire, tout simplement. Et ça, effectivement, je crois que c'est la clé de voûte de tout ça, parce que s'il n'y a pas de sens, on revient au fameux « à quoi bon ?» À quoi bon tout ça, quoi. Donc, on va aller un peu plus dans le détail de chaque point, mais d'abord, voir que tout ça, ça nous ramène finalement à notre essence. Quelque chose, en fait, qui ne serait pas de l'ordre, on va dire, du vécu, de l'expérience, de ce qu'on croit être, mais quelque chose de plus profond, en fait. J'ai vraiment envie qu'on touche du doigt ce matin. Voilà. Cette félicité qui est là, sous-jacente. À la présence. Alors, la première chose que je dirais sur la présence, c'est de ne plus fuir. On est dans une société où on a plein de subterfuges pour fuir l'instant présent, quand il nous déplaît, bien entendu. Et il nous déplaît souvent. Ennui, choses qui nous dérangent, des choses à traiter qu'on n'a pas envie de faire, j'en passe des meilleurs. Et on trouve tout un tas de subterfuges, effectivement, pour fuir l'instant présent. Alors, ça peut être une super activité, c'est-à-dire on est tout le temps actif, tout le temps, on fait des choses, on fait des choses, on fait des choses, on fait des choses, surtout pour jamais avoir un espace de temps où on est disponible.
Parce que dans cet espace où on est disponible, bah, il va peut-être falloir… tu fais Mimi? Super. Dans cet espace où on est disponible, effectivement, il va peut-être falloir se confronter à ce qui est là. Et on n'a pas envie. Il y a les écrans aussi. Ah, ça, c'est un truc incroyable, en fait. Pourquoi les gens sont autant sur les écrans? Alors déjà, parce que ça appelle l'attention, comme les événements autour. Mais c'est surtout parce que c'est pour fuir l'instant présent. On en a peur de cet instant présent. On a peur de se retrouver seul avec soi-même. Et oui. Alors après, il y a plein de techniques, d'autres techniques de fuite. Il y en a qui vont s'alcooliser, d'autres qui vont se droguer. Ça peut aller dans des extrêmes. Plus la souffrance va être importante, en fait, dans cet instant présent, et plus, effectivement, ça va dériver vers des substances, vers des choses qui vont effectivement nous empêcher complètement, en fait, de revenir à nous et d'être dans cet instant présent. Donc déjà, le constat, c'est revenir là. Revenir là. Ouais. Et y demeurer. Et y demeurer le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il y a une pensée qui va accrocher. Mais plus on va être là, en fait, plus on va accueillir. Essayer d'accueillir, même, je dirais, parce que ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours facile de le faire. Et des fois, les émotions, elles sont trop fortes. Et on a vraiment beaucoup de mal, en fait, à faire face à ça. Voilà. Et on a le droit. Mon message, c'est vraiment l'idée que des fois, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et des fois, le meilleur à faire, c'est tout simplement d'accueillir le refus. Ah, ça refuse là. Ça refuse d'accueillir ce qui est là. Ah, mais c'est très en colère là. Ouh. Voilà, ça a le droit d'être en colère, puis ça a le droit de refuser, puis c'est pas grave en fait. Parce que le problème, il va se créer au moment où il y aura un jugement de nous-mêmes. Parce qu'une émotion, ce n'est pas un problème en soi. C'est le mental qui en fait un problème. Ça, c'est super important de le voir parce que j'en ai marre d'être en colère, ou j'en ai marre de ceci, ou j'en ai marre de cette émotion, ou de cet événement, ou de cette personne, ou de ceci, ou de cela. En fait, il n'y a jamais de problème avec rien. Mais le mental va s'en saisir, il va dire, ouais, mais il va se raconter des histoires à partir de cet instant présent, où il y a quelque chose que j'aime pas. Voilà. Donc, quand on est dans l'instant, on peut observer ce qui est là, que ce soit des pensées, des émotions, et voir qu'effectivement, ça apparaît. Est-ce que vous voulez faire le test avec moi là? De fermer quelques minutes les yeux. Voilà. On va revenir à nous-mêmes. Et de voir que si je ne m'attache pas à mes sens, on va dire à tout ce qui apparaît dans le domaine de la perception, que je laisse traverser les pensées qui sont là, s'il y en a, il n'y en a peut-être pas. Que je me pose au fond de moi-même il y a quelque chose de très paisible, vous remarquerez. Il y a quelque chose de sous-jacent là à tout ce qui peut apparaître, tout ce qui peut être perçu, qui est profondément paisible. Et là, ce que vous pouvez remarquer, c'est que peut-être le mental va dire « Ah oui, mais là, je m'ennuie. » Parce que le mental, il aime être tout le temps
occupé. Et dès lors qu'il est au calme, il va chercher un subterfuge pour attirer votre attention. Qu'est-ce que vous avez oublié de faire ce matin? Etc., etc. Et revenir à la présence, ça peut être fait par un tout simple petit exercice comme ça. Quand on sent que le mental a pris trop de place, quand on n'arrive pas à revenir à soi. Et se déposer là. Et voir apparaître aussi toutes les pensées qui disent « j'aimerais que ce soit autrement ». Parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre à chercher et rien d'autre à trouver que ce qui est là sous-jacent. Et de remarquer qu'en réalité, ce que nous sommes vraiment, c'est la conscience dans laquelle apparaît tout le reste. Dans cette conscience apparaissent les pensées, apparaissent les émotions, apparaissent tout ce qui peut se manifester à notre perception. Si je suis capable d'observer tout cela, c'est bien que je ne suis pas ce qui apparaît. Je suis le témoin, en fait, de ce qui est perçu. Et ce témoin est neutre. Ce témoin est absolument neutre par rapport à tout ce qui apparaît. C'est bien donc le mental qui vient nous dire des choses que l'on va croire ou pas. Et selon qu'on va adhérer à ce que le mental va nous dire, ça va changer notre perception en quelque chose et rajouter des jugements, une aversion ou un désir. Une envie que ça s'arrête ou une envie de le retenir à l'instant. Donc des attachements, ce qu'on appelle des attachements. Et ce sont ces fameux attachements qui vont nous rendre souffrants. Mais le témoin ne choisit rien, il prend l'instant tel qu'il vient, absolument tel qu'il vient. Revenons ici, tout doucement, et racontez-moi un petit peu. Si c'est facile, si c'est difficile, comment on s'y sent? C'est facile, oui. Bah, super. Oui. Donc, ça pouvait se faire assez souvent. Non. Non. Non, parce que moi, c'est souvent le soir que j'ai des trucs qui remontent comme ça. Et j'essaye, oui, de faire des trucs comme ça, mais ça ne marche pas. Tandis que là, bon, Oui. peut-être Parce qu'on est tous ensemble. peut-être aussi. Ouais, et c'est plus facile en groupe. C'est vrai. C'est vrai. Dans les méditations Là, collectives. je suis pas seul tout, mais non, il y avait les qui venaient. C'est ça. C'est vrai que quand on est seul, c'est souvent plus difficile. En Oui. effet. C'est une bonne remarque. Mais sinon, On fera des c'est dans la méditations limite, collectives. le soir. Le soir, mais oui, c'est ça. Parce que le soir, on n'a pas le choix, on est face à soi-même. On aura repoussé ce moment toute la journée. Mais là, ouais, Là, on ne peut pas y couper, en là, fait. c'est l'explosion. C'est Il ça. y a plein de- Est-ce qu'il y en a qui veulent partager en ligne?
Il y en a qui veulent dire quelque Pas chose. sur les yeux, quand même. Ah, peut-être. Peut-être. On va les laisser revenir tranquillement. Oui. Voilà. Et donc, ne plus vouloir que ce soit autrement, c'est ça qui finalement fait que, en fait, plus on va être dans l'acceptation de ce qui est là, et moins on va souffrir. C'est simple, en fait. Plus on va être dans l'accueil, ok, il y a ça. D'accord. Pas s'opposer, pas être en résistance, en fait, mais s'ouvrir à ce qui est là. Et quand je dis ce qui est là, c'est pas forcément que ce qui est en face, c'est aussi ce qui est là. Et ça, on a du mal à le faire parce qu'effectivement, dans nos conditionnements, à tous, ben, on nous a appris qu'être en colère, c'était pas beau, que d'être triste, il fallait pas le montrer, qu'il fallait pas pleurer, qu'il fallait pas ceci, qu'il fallait pas cela. Ah, mais qu'est-ce que j'en fais, moi, de tout ce bastringue d'émotions? Si les larmes, je peux pas les montrer, si la colère, je peux pas la sortir. Une émotion, elle est toujours juste. Elle est toujours juste. La manière de l'exprimer ne l'est pas toujours. La manière de l'exprimer ne l'est pas toujours. Mais si une colère apparaît, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est touché en nous, en fait. Il y a une souffrance, il y a une mémoire, il y a quelque chose qui est là, où il y a, on va dire, un contour du moi qui a eu l'impression d'être enfoncé. Hein, parce qu'effectivement, l'ego, le mental, se veut le gardien, en fait, hein, de ces contours-là, de ce que l'on croit être. Et finalement, vous voyez que, comme on l'a vu tout à l'heure, ben, tout apparaît spontanément. C'est-à-dire que ben, on n'est pas maître. On n'est pas maître. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de contrôler quoi que ce soit. Ça ne marche pas de contrôler. Voilà. Si c'est dans notre nature, effectivement, de passer à autre chose, tant mieux. Oui, moi, je suis un peu fataliste aussi. Si c'est comme ça, et ça doit être comme ça. Là, je vis mieux que les autres. C'est tout. Exactement. Mais tout le monde est pareil. Exactement. Ça dépend effectivement de notre histoire, de tout ce qu'on a vécu, Oui. de comment on nous a appris aussi à vivre les choses. Effectivement. Ah oui. Si on a eu des parents très anxieux, très stressés, très angoissés, etc., ben forcément, ben, comment on est nous, ben, c'est tellement pareil. Voilà. Hein, regardez comment vos parents étaient. Vous aurez plein de réponses de pourquoi vous êtes comme vous êtes. Hein. Ça, c'est irrémédiable, hein, c'est sûr. Quand on en prend conscience, parfois, Avec l'âge aussi, il y a des âges où on est plus fataliste que d'autres. oui, après le mot fataliste. Fataliste où on accepte oui, plus, c'est je ça. veux dire. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Oui, C'est ça que je veux dire. Il y a un moment où il faut qu'on vise sa vie quand même. Pas, alors la première clé que j'avais à cœur de vous partager ce matin, c'est il n'y a que l'instant. Il n'y a que ça, en fait. Le reste, c'est pas vrai. Il n'y a que ça. En fait, cette fenêtre qui glisse, voilà. Il n'y a que ça, en fait, qui nous met pleinement, on va dire, au contact de ce que nous sommes, de la vérité, de la joie, de tout ce qui fait le fondement, en fait, de notre être. Et quand on est dans le mental, on n'y est pas. C'est comme ça, en fait. Et malheureusement, effectivement, le mental, il prend beaucoup d'espace chez l'être humain. C'est ainsi. Une personne que je suis particulièrement depuis ces derniers temps, il disait comme ça, si là, à l'instant, on avait un bouton off du mental et qu'on l'actionnait chez tous les êtres humains sur la planète, il y a la paix dans 5 secondes. C'est le mental qui crée les histoires, c'est le mental qui va créer la haine, la peur, les distorsions, qui va créer tous les problèmes. Puisqu'effectivement, on observe le monde et donc les événements au travers des filtres de notre histoire, de nos conditionnements, de nos croyances, de tout ce qui, en fait, est une limitation, en fait, de ce qui se passe.
on réduit. C'est une lecture, en fait, qui est au travers de prismes. Donc, effectivement, ça ne peut pas être juste. Et comme ça ne peut pas être juste, eh ben... Ah oui. OK, Gilles, ben, bonne journée à toi. Merci d'être venu. Ah, il revient après. Tu reviendras après. Pas de souci. Donc, voilà. Et donc, s'il y a un malaise dans l'instant, c'est qu'il y a une pensée. Et donc, l'invitation, c'est à observer à l'intérieur de vous, c'est quoi comme pensée qui a créé le malaise? Là, je me sens mal. C'est quoi qui est là, en fait? À quoi j'ai pensé? Donc, l'invitation, quand vous ne vous sentez pas bien à un moment donné, c'est de voir c'est quoi la pensée qui a généré ça, parce que l'émotion, elle vient toujours d'une pensée. En fait, c'est pas l'émotion. Alors, l'émotion peut rajouter des pensées après, c'est-à-dire des pensées vont se générer après, oui, mais je ne devrais pas être comme ça, oui, mais ça suffit, mais nanana, etc. Mais à la base, il y a toujours une pensée, toujours, qui n'est pas toujours consciente. C'est ça la difficulté. C'est que des fois, il faut aller vraiment aller voir en soi et donc se poser comme on a fait là, ça peut être un moyen justement d'aller voir ce qui se passe et de voir apparaître. Des fois, ça se cache. C'est là où il y a besoin de certaines méthodes. Mais ah, merci ma chérie. Encore une fois. Parfait. Clé numéro 2, tout émane spontanément ou tout apparaît. Donc en fait, nous ne sommes pas maîtres de ce qui apparaît comme là, comme dehors. Par contre, là où on peut agir, c'est sur le fait de croire ou pas aux pensées qui apparaissent. Effectivement, les pensées apparaissent, on n'y peut rien. Donc, se détendre par rapport au fait de vouloir les contrôler, maîtriser, lutter contre elles ou je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Ça va faire que la pensée va revenir encore plus. Voilà, ça va souvent avoir l'effet inverse. Voilà, donc c'est inopérant au possible. Par contre, si simplement on voit que la pensée, elle dit n'importe quoi, enfin qu'on déconstruit en fait la pensée en disant ah oui, mais en fait là dans l'instant, par exemple, il n'y a pas de problème. Hein. Si la pensée, elle est anxiogène parce qu'il y a un événement dans le futur qui nous fait peur. Si on revient dans l'instant, ben, ah oui, en fait, là, pas de problème, en fait. Donc, ça va déconstruire l'idée que cette pensée est juste. Pourquoi elle le serait? C'est une projection, donc c'est une possibilité. Elle n'existe pas. Hop, à la poubelle, comme vous disiez très bien. C'est ça. Mais quand on a appris à fonctionner d'une manière qui fait qu'on croit aux pensées, ben on a beaucoup de mal à faire ça. Donc, c'est tout un apprentissage ou un réapprentissage, une déconstruction en fait de notre manière de fonctionner pour justement arriver à faire ça. Donc, c'est bien si vous l'avez de façon naturelle. Tant mieux. Ah oui, aussi. Oui, donc, puisque ça apparaît spontanément, ben, du coup, pourquoi s'en vouloir? Voilà, ça déconstruit beaucoup de choses. Si ça apparaît, si je suis responsable finalement de rien, ça apparaît parce que je suis conditionnée comme ça, en fait, c'est ça. Et j'y peux rien, en fait. Non, ça s'est passé comme ça. L'histoire, elle est comme ça. Ce que j'ai vécu, c'est ça. Et c'est comme ça. Et du coup, ben, pour l'autre, c'est pareil. Et si pour l'autre, c'est pareil, ben, du coup, si ça apparaît comme ça apparaît comme ça. Ah. Donc, ça déconstruit, en fait, toute l'idée selon laquelle ben, l'autre est responsable de ce que je vis. Ben, non, l'autre, il ne peut pas être responsable de ce que je vis. Et là, ça déconstruit en fait tous les systèmes de victimisation dans lesquels beaucoup de personnes tombent, malheureusement. Le syndrome du c'est à cause. C'est à cause de un tel, c'est à cause de mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mon travail, c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause. Les événements, en fait, Lise Bourbeau a une très belle formulation, une très belle image à ce propos-là. Je ne sais pas si vous connaissez Lise Bourbeau, donc c'est les 5 blessures de l'âme. Et donc, elle dit, en fait, la blessure, on l'a. La blessure, on l'a au départ, avec nous, dans nos bagages, on va dire. Et en fait, quand l'autre
vient créer une émotion, hein, créer le sentiment d'avoir été blessé, en fait, ce que l'autre vient faire, c'est réveiller la blessure qui était déjà là. Et donc, l'image qu'elle donne, c'est, imaginez, vous êtes blessé au pied et vous avez mis un pansement dessus, puis vous avez oublié. Vous avez laissé le bobo, et puis il est devenu très moche, parce que forcément, vous ne l'avez pas regardé, vous ne l'avez pas soigné. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vous marche sur le pied. Imaginez en fait la douleur que ça peut provoquer. Et bien c'est exactement ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que l'autre, ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner nécessairement certains comportements. C'est pas ça. Mais ça veut dire que si la blessure elle est là, elle est là. Et que l'autre n'y peut rien. Il ne fait que, on va dire, l'exposer. Il ne fait que faire prendre conscience en fait qu'il y avait une blessure là. Pour la guérir. Finalement, quand on travaille sur soi et quand on travaille sur les traumatismes, notamment de l'enfance, etc., ben, des fois, on finit par remercier ses propres bourreaux. Parce que d'une certaine manière, ils nous ont fait prendre conscience de certaines de nos blessures. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que ce n'est pas possible et ça, c'est OK. Hein, je veux dire. Mais il arrive un moment donné où on se rend compte qu'en fait, c'est plus salutaire en fait, de les prendre en considération, ces blessures, plutôt que d'essayer d'éviter les situations dans lesquelles ça va encore nous faire mal. C'est ça. Mais c'est ça qu'on fait souvent, en fait. On évite. On évite, forcément. Hein, voilà. Alors, libérer la souffrance. Comment fait-on cela? Ah, la première chose qui est hyper importante, c'est d'arrêter de la taire. J'avais fait une petite vidéo il y a quelques temps où je disais on vit sur la planète Terre et j'avais écrit ça comme ça. C'est vrai, on a été tellement conditionnés à pas. Il y a vraiment un gros souci avec les émotions, quoi. Dès que quelqu'un a une émotion, ça. Les gens autour ne savent pas quoi faire, en fait. Ils ne savent pas comment se comporter, ils ne savent pas comment accueillir, ils se sentent responsables, ou ils sont gênés, embêtés, ils ne savent pas quoi faire, en fait. Mais il n'y a rien à en faire. C'est juste là. Et si on pouvait vivre, en fait, l'émotion de manière très naturelle, il y a juste une émotion. Si ça vient nous chercher et que ça nous embête, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas su gérer les nôtres. Un enfant qui pleure, ça va venir nous chercher dans notre enfant intérieur qui n'a pas été entendu dans ses pleurs, dans ses besoins d'affection, dans ses besoins d'écoute, dans tout ça en fait. Et le petit enfant intérieur, quand il voit un enfant pleurer, ben, il revient en premier plan. Il dit « je suis là moi, coucou ». Et l'adulte que nous sommes, ben, ça le met dans l'embarras. Parce qu'il n'a pas envie d'aller voir ce petit enfant intérieur qui a eu peur, qui n'a pas été entendu, qui a souffert, qui a vécu plein de choses. Et on va avoir du mal, effectivement, à petit, en fait, déconstruire notre manière d'aborder l'émotion. Mais ça a besoin de ne plus être tu. Vraiment, ça, c'est le premier pas. C'est-à-dire, il y a des larmes qui affleurent, ben, c'est OK. Et même pour les hommes. Il y a la colère qui affleure, ben c'est OK, même pour les femmes, parce que ça, c'est le grand truc, hein, c'est que les hommes ne s'autorisent pas à pleurer et puis que les femmes, elles ne s'autorisent pas à être en colère. Bon, moi, je l'ai, tiens. Mais c'est ça aussi, des fois, une colère. C'est-à-dire que des fois, il faut taper du poing sur la table. Des fois, il faut dire les choses. Exactement. Et l'idée, c'est qu'une émotion, elle peut être vécue dans la joie. Ça veut dire que je peux être à la fois triste, mais ressentir que tout est à sa place. Je peux être triste, mais me ressentir très centrée en moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si je suis vraiment là, présente à ce que je vis, et qu'il y a la tristesse et que je l'accueille et que je ne la juge pas, eh ben,
c'est un moment de grâce, en fait. Parce que c'est accueilli, parce que c'est de l'amour quand c'est de l'accueilli. Vous comprenez? Et c'est ça, finalement, qu'on recherche. On a envie, en fait, que tout soit OK, mais on ne s'autorise pas soi-même à voir tout OK. C'est ça, hein, le problème. Alors d'abord, voilà, j'ai envie de vous poser la question. Pour vous, c'est quoi la souffrance? Physique, Déjà, c'est une belle distinction de séparer les deux. Effectivement, ce n'est pas la même chose. sur le physique, on est incroyable. C'est ça. Si, la case physique, on peut Se soigner, quoi. Ouais. Oui, voilà. La morale, Mentalement, par contre, c'est on peut pas plus penser. difficile. On ne peut pas prendre. Donc effectivement, le physique, bon, ben, des fois, ça peut être pris en charge, on est d'accord. Ça peut être guéri. On fait ce qu'il faut, quoi. Pas toujours. Encore que, Pas toujours. dans ma perception des choses, les mots physiques ont souvent à voir avec les mots émotionnels. En fait, tout est relié. Oui. Tout est relié, hein, tout est relié. Il y a une lecture qu'on peut faire, en fait, parce que le corps est très symbolique. C'est-à-dire, si j'ai mal à la gorge, ben, très souvent, c'est parce que ben, j'ai quelque chose qui est resté là, quoi. Que je n'ai pas dit, par exemple, qui m'a fait mal. Par exemple. Ah, une otite. Par exemple, toutes les maladies en hit, c'est de la colère refoulée. Donc, otite, ben, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait mal, qui m'a blessé, puis ça m'a mis en colère. Puis, j'ai pas voulu le dire. Ah, ben, c'est resté là. C'est-à-dire que, on va dire, nos mots émotionnels, s'ils ne sont pas entendus dans l'instant, toujours pareil, ben, ça cristallise quelque part. Ça fait que, quelque part dans le corps, en fait, on va créer comme, on va dire, le terrain favorable à ce qu'une petite bactérie qui passait par là, un petit virus qui passait par là, ben, s'installe, en fait. On va créer une baisse d'immunité à un endroit de notre corps particulier parce que, dans le cœur, ben, il y a quelque chose qui se passe qui est pas sympathique, en fait. Voilà. La maladie, c'est le mal à dit. Hein. C'est vraiment très symbolique. Hein. Il y a des bouquins, je vous renvoie à Jacques Martel, le dictionnaire des malaises et des maladies, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Qui va expliquer en fait que sous-jacent, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller, surtout dans on va dire dans les grosses maladies. Petite otite, si c'est une, Oui. ça va, c'est pas grave. Mais bon, quand on est sur des cancers, sur des maladies dégénératives, sur des choses comme ça vaut peut-être le coup d'aller se demander c'est quoi le traumatisme qui est sous-jacent à ça, en fait. Parce qu'il y en a certainement un. Ça ne veut pas dire que ça va tout faire guérir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'un médecin. Mais ça veut dire que peut-être avec une compréhension, ben, les choses, elles se passeront mieux. Et que peut-être on va guérir plus vite. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse par rapport au physique. Et effectivement, le gros morceau, c'est quand même la souffrance émotionnelle et morale. Donc, effectivement, ce gros morceau-là, ben, il y a des fois besoin, effectivement, d'une thérapie, il y a besoin, mais sentez-vous, en fait, c'est vous qui allez chercher finalement ce qui vous convient à vous. Ça veut dire que pour certains, ça va être un psychothérapeute, pour d'autres, ça va être de l'hypnose, pour d'autres, ça va être, que sais-je encore, en fait. Ça dépend. Ça dépend ce que vous avez envie, en fait, dans l'instant, ce qui vous appelle. J'ai remarqué que la vie, elle nous présente souvent les bonnes personnes, ou même un livre, des fois. Rien qu'un livre, des fois, ça peut mettre le doigt sur quelque chose. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et nous faire prendre conscience de quelque chose. Et puis là, il y a comme une émotion. On va lire une phrase, et puis même un film. Parfois, il y a des films qui vont connecter à des émotions parce qu'il y a un vécu, en fait, qui va ressembler à quelque chose qu'on a vécu. C'est pas anodin, en fait, ça. Une émotion qui monte pendant un film, c'est pas anodin. Allez la regarder. Ça dit beaucoup, en fait, de quelque chose qui n'a pas été entendu. Donc, OK. Donc, la souffrance, pour moi, en fait, c'est tout ce qui nous coupe finalement de notre état spontané de joie.
hein. Parce que la souffrance, c'est aussi la pensée récurrente, c'est aussi en fait une fausse croyance, c'est aussi une peur, c'est aussi, c'est tout ça en fait. C'est toutes ces pensées finalement qui vont venir masquer, on va dire, l'instant présent, nous en couper, hein. Alors, comment on va libérer la souffrance? Ben déjà, voilà, on l'a dit déjà, mais je le répète, changer notre regard sur les émotions. Changer aussi notre regard sur les sensations et les inconforts. Parce que quand on dit inconfort, alors ça peut être physique, mais beaucoup aussi l'inconfort, le malaise en fait. Le malaise, oh, ah, dans cette situation-là, je ne me sens pas confortable en fait. Donc, changer notre regard sur ça aussi, ça peut beaucoup changer notre manière de voir, hein, ce qui se passe en nous, hein, d'accueillir en fait, d'accueillir ce qui peut se passer et décoder, parce que des fois il y a besoin de décoder, hein. Et pourquoi il y a un inconfort? S'interroger en fait, parce que souvent les choses, comme on ne porte pas trop notre attention dessus, quand ça commence à devenir inconfortable, n'est-ce pas? On a tendance à squeezer. Donc effectivement, plus on va porter notre regard sur ce qui est inconfortable, plus on va être en mesure en fait de l'accueillir et puis de se dire à quoi ça ressemble cet inconfort-là, ce malaise. Parce que des fois on dit ah je me sens mal, je me sens mal. Et ça veut dire quoi je me sens mal? Ça ne veut rien dire en fait en soi. Mais si on va regarder vraiment, ah ben je sens que je suis oppressée. Ah mince, il faut que je mette la batterie. Ah oui, si on se retrouve sans ordinateur, c'est bon. Tac, c'est bon. Donc, si on va regarder, on va peut-être ressentir que ben, dans mon corps, en fait, par exemple, je me sens oppressée là, ou j'ai le cœur qui bat vite, ou peut-être j'ai une douleur quelque part, encore dans la symbolique. Donc, tout ça, c'est pas juste je me sens mal, en fait, qui est trop global et trop général, mais de voir, ah, il y a ça, et en amont de ça, c'est quoi la pensée, en fait, qui a généré cette espèce d'inconfort, etc. Et au-delà de la pensée, est-ce que je peux tout simplement rester avec ça? C'est-à-dire qu'il y a, dès lors qu'il y a un malaise, un inconfort, quoi que ce soit, même une douleur physique, hein, notre élan, c'est à le faire taire, en fait, encore une fois. Comment je vais faire pour que ça s'arrête? Et si l'idée, ce serait justement de ne pas avoir cet élan de faire arrêter, mais d'être avec. C'est-à-dire, et si je regardais ça, je l'observais et je me sentais pas mal pour autant. Parce qu'il y a comme quelque chose d'automatique, en fait, il y a un malaise, je me sens mal. Mais si on coupait en fait cette espèce d'automatisme et que simplement on était avec ce qui est là, ah, il y a une oppression là, ok, je reste avec ça. Oui, ça respire mal là. Pourquoi ça respire mal là? Ah, il y a une peur en fait. Ah oui, il y a une peur. Ah oui, je ressens qu'il y a une peur là. Elle parle de quoi cette peur? Voilà. C'est toute une interrogation, hein. C'est vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Toujours pareil, hein, retour à soi, retour à soi, retour à soi. Et une fois qu'on est allé voir, autant on va laisser voilà, s'exprimer les émotions autant que possible. Et ça, c'est quelque chose voilà, qu'on fait petit à petit. Parce que si on n'a pas appris à le faire, ben, on ne peut pas s'en vouloir de ne pas savoir le faire, tout simplement. On ne peut pas s'en vouloir. On a été conditionné très jeune. Et de voir que ni la pensée ni l'émotion, elle ne dit rien de ce que nous sommes. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça apparaît spontanément. Mais c'est comme si on se sentait l'auteur, en fait, de la pensée. Comme si on a l'impression que c'était un quelqu'un qui a pensé la pensée. Mais si vous regardez attentivement, vous vous rendez bien compte qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de quelqu'un, en fait, qui pense les pensées. Ah, il n'y a pas de quelqu'un qui pense les pensées. Ben, donc alors, c'est pas grave. Ça ne dit rien de qui je suis s'il n'y a personne pour les penser. Ça apparaît tout seul. Bon, c'est quoi cette affaire-là, quoi?
hein, de vraiment aller voir plutôt que de croire, en fait. Hein, aller voir ce qui se passe. Alors, la clé numéro 3, c'est la souffrance vient de la résistance. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà, je résiste face à ce qui est là. C'est trop tard, c'est déjà là. Ça sert à rien de résister. Voilà. Mais dès qu'effectivement nous permettons à ce qui est là d'être, tout simplement d'être, d'exister, ben, la résistance, elle cesse. Et la souffrance avec. C'est fabuleux. C'est fabuleux, effectivement. Mais il ne faut pas me croire sur parole, il faut essayer. Il y a une phrase qui dit comme ça, tout ce que... Ah oui, c'est Jung, d'ailleurs, c'est Jung qui avait cette phrase. Ce à quoi je résiste persiste, ce que j'embrasse s'efface. Donc effectivement, quand il y a un regard d'amour, d'accueil, voilà, par rapport à ce qui est là, ben, ça passe. Parce que tout passe en fait. Oui. Tout passe. On s'en rend bien compte. Même la plus profonde des détresses, même la plus grande perte, tout passe à un moment donné. Sauf si on s'accroche. Et si on s'accroche, on ne laisse pas en fait le flux de la vie naturellement nous amener de l'avant, ben on résiste. Ça doit résister, ça. Et des fois, c'est OK, c'est comme ça. On n'y peut rien. Mais au bout d'un moment, en fait, de voir que c'est quand même pas mal de passer à autre chose. La clé numéro 4, c'est que l'amour guérit tout. Ce que j'entends par amour, c'est un regard doux, un regard, en fait, qui ne juge pas, tout simplement. L'amour, c'est quoi? C'est le contraire du jugement, pour moi. C'est ce qui accueille, qui est OK. Ah, il y a de la colère, OK. Il y a de la résistance, il y a un refus, OK. Ça a le droit de refuser, ça a le droit de ne pas vouloir. Voilà. Et c'est vrai que en soin, effectivement, ben, c'est ce qu'on fait. On met de la lumière, on met de l'amour dans ce qu'elle a. Et souvent, en fait, dans les traumatismes qui ont été vécus ou dans les émotions qui n'ont pas pu sortir, c'est parce qu'en face de nous, il n'y avait pas cet accueil-là. Alors l'enfant que nous étions, par exemple, hein, parce que d'autres types de mémoire, mais cet exemple, il parle à tout le monde. L'enfant que nous étions, eh ben, il n'a plus qu'il n'était pas aimé, tout simplement. Tout simplement, parce qu'il n'y avait pas l'accueil. Mais pourquoi il n'y avait pas l'accueil? Mais parce que nos parents, bah, eux non plus, ils ne savaient pas accueillir les émotions, et puis ils étaient mal à l'aise, et puis ça leur envoyait leur enfant intérieur, etc., etc. On n'en finit pas, en fait. Ça a toujours été comme ça, finalement. Mais si, petit à petit, en fait, l'être humain prend conscience que ces émotions, ben, elles ne sont pas moches, que ce sont juste des informations, en fait. Toute perception, c'est une information qui vient nous dire quelque chose, tout simplement. Et si on le prend de manière neutre, en fait, ben, du coup, on n'a plus lieu de le bloquer. On n'a plus lieu de le taire. Pourquoi? Pourquoi on le tairait si ça vient juste dire quelque chose? Alors, notre troisième chapitre, retrouver la confiance. Alors, voyons comment on va faire pour retrouver la confiance. Les bras ouverts, comme ça. Voilà. Oui. Eh bien, ça veut dire regarder les peurs en face. Déjà. Parce que souvent, la peur, c'est une émotion, je dirais, un peu difficile à voir. Souvent, la peur, on ne la capte pas, on ne la calcule pas. Autant la colère, bon, on sent quand on est en colère, il n'y a pas de problème. La tristesse, si on est en capacité quand même, un tant soit peu, de sentir ses émotions, normalement, on la ressent aussi. Par contre, la peur, elle est plus difficile à capter. Hein. Et souvent, elle passe inaperçue. Et donc, l'idée, c'est d'aller regarder. Qu'est-ce qui a peur? Qu'est-ce qui a peur? Et encore une fois, celui-là, il sera sorti souvent, mais c'est souvent l'enfant intérieur qui a peur.
en fait. Parce qu'il y a eu une situation dans laquelle on ne s'est pas senti protégé, sécurisé, etc. Et ça, c'est resté dans nos mémoires, encore une fois. Parce qu'il s'est passé quelque chose, en fait, hein, tout simplement. Alors, pour retrouver la confiance, la première chose que je dirais, c'est que, fondamentalement, la vie ne nous veut pas de mal. Il y a un grand sage qui s'appelle Nisargadatta Maharaj, je vous invite à le lire, c'est très profond comme écrit. On va dire du courant de pensée indien qui s'appelle l'Advaita Vedanta, qui est un courant de pensée en fait philosophique spirituel, dit comme ça, généralement, le bien, c'est ce qui ne fait pas mal. Mais au sens, on va dire, supérieur, le bien, c'est ce qui nous fait avancer. C'est-à-dire qu'on peut effectivement rechigner à vivre certains événements et quand la vie, elle nous met au défi, mais parfois ces défis sont nécessaires. Parce qu'ils constituent en fait une étape de notre compréhension de nous-mêmes. Parce qu'ils constituent en fait une marche que si on ne la dépasse pas cette marche-là, en fait, on stagne. On reste dans notre routine, on reste dans nos sabotages, on reste dans nos peurs, on reste dans plein de choses en fait qui ne sont pas bonnes en fait. Mais au sens de devenir une meilleure version, on va dire, de nous-mêmes. Dans ce sens-là. Et même dans le sens spirituel profond, c'est-à-dire de finalement voir qu'il n'y a rien en fait qui s'oppose à la joie, si ce n'est nos attachements à certaines croyances. Et donc, ça nous amène à cette deuxième idée que finalement, tout est parfait tel que c'est. Pas parfait au sens existentiel, en fait, c'est pas ça. Et pas à notre petit niveau, on va dire ça comme ça. Mais à un sens global, parce qu'en fait, vous savez, tout est interrelié de toute façon et que un agissement quelque part va provoquer d'autres choses. Et puis tout est fait boule de neige, c'est-à-dire qu'une parole quelque part va provoquer ça, qui va provoquer ça, qui va provoquer ça, etc. Et on ne maîtrise pas en fait tout ça. Donc c'est de voir une fois de plus que il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et comme on ne le maîtrise pas, autant faire confiance. Sinon, ça veut dire ah oui, mais j'ai peur, et je résiste et je me ferme. Et en fait, est-ce qu'on est bien comme ça? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Être dans les bras ouverts et se dire ok, bon voilà. En fait, ce qui se présente se présentera. Et je vais tâcher de l'accueillir du mieux que je peux. Et voir que finalement, si c'est là, c'est qu'il y a une raison que ce soit là. Hein? Et l'idée que tout est un, ça se voit facilement. Même les scientifiques, la physique quantique nous dit, finalement, il n'y a que un vaste champ vibratoire où tout apparaît. Alors les séparations, c'est relatif. C'est notre perception qui fait ça. Mais sur un certain plan, finalement, les choses, elles ne sont pas comme on les perçoit. Donc, il y a toujours cette idée, en fait, d'une réalité sous-jacente à ce qu'on perçoit. C'est ce qu'on a vu quand on a fait le petit exercice. Quand on est dans cet espace paisible en soi, on ne ressent pas de barrière, on ne ressent pas de limite. Ce que nous sommes n'en a pas, en fait. Et si on observe finalement, on pourrait dire oui, mais la limite, c'est le corps. Ben oui, mais moi qui suis énergéticienne, je sais que par exemple, il y a des corps subtils. Je suis même en capacité de les ressentir. Les corps subtils, ce n'est pas juste le corps physique. Ça émane un peu plus loin.
Ah, puis en fait, c'est fluctuant. Ah, ben oui, parce que si on a quelque chose à côté de nous qui a une énergie plutôt négative, ben, les corps subtils, ils se referment. On peut faire le test si ça vous intéresse. Au contraire, s'il y a des choses bénéfiques autour de moi, eh bien, au contraire, ce corps subtil, il va s'expanser. Alors, il est où? Elle est où la limite? Elle est là, elle est là, elle est là. Bon, c'est bon, en fait, ben, c'est fluctuant, mais ça veut dire que tout ça, en fait, ben, ce sont des perceptions, mais c'est pas tout à fait, finalement, la réalité. Alors, la clé numéro 5, pour moi, c'est que tout est parfait. Bon. C'est parfait tel que c'est. Les choses n'auraient pu être autrement. De toute façon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est trop tard, c'est déjà là. C'est trop tard, c'est déjà là, en fait. Donc, pourquoi s'acharner à vouloir le changer? Et là, on s'épargne beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées qui vont venir nous manger notre énergie tout au long de la journée. Et ça devrait être autrement. Et cette personne, elle devrait être autrement. Et ceci, et cela. Et toutes les histoires qu'on se raconte, en fait, qui viennent nous couper de l'instant présent, etc., etc. Donc ça, c'est un point important. Et voilà, et j'en reviens à mon idée de tout est un, il n'y a pas deux. Donc ça, c'est la vision, on va dire, l'approche non duelle. L'approche non duelle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il y a une expérience, il y a, on va dire, toutes ces perceptions, on va dire, qui vont nous amener à voir le monde d'une certaine manière. Mais quand on revient à soi, comme on a vu tout à l'heure, on ne perçoit pas en fait ses limites. C'est-à-dire si on oublie l'idée d'un corps, si on oublie les perceptions, si on oublie les pensées, si on lâche tout ça, en fait, ben, il y a la paix. Il y a un vaste état de paix, en fait, qui est là. Mais ce truc-là, en fait, c'est quoi? C'est quoi ça? Ben, c'est ce que nous sommes. C'est une conscience pure, c'est-à-dire débarrassée de tout ce qui peut l'embrouiller, en fait, tout simplement. Et ce qui vient l'embrouiller, ben, ça se situe dans ce qui bouge. Ça se situe dans ce qui bouge, finalement. Si on débarrasse tout ça de ce qui bouge, il y a juste un état de paix. C'est comme si, finalement, on est une espèce de réceptacle, hein, un espace, pas vraiment défini, qui n'aurait pas de limite, en fait. Et dans cet espace, il y aurait tout qui apparaîtrait. Les expériences, le monde, les perceptions, les pensées, les émotions, tout ça, ça viendrait là. Comme si on était la marmite dans laquelle la soupe du jour eh ben, vient se cuire. La soupe du jour, elle n'est pas toujours de notre goût, mais c'est comme ça, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Mais si finalement tout est un, hein, dans cette idée-là, je ne demande pas de me croire sur parole, hein. Je vous demande d'en faire l'expérience, d'aller voir ce qui se passe effectivement. Alors, est-ce que je peux être menacée? Si tout est un. Si tout est un seul et même espace, finalement. Ben non, en fait, je ne peux pas être menacée. Tout émane de là. Et si je ne peux pas être menacée, ben alors je peux me détendre. Ah, je peux me détendre, en fait. Ah, ça fait bien. Voilà. Un petit peu la clé. La clé. Je reviens à moi, je reviens à ce que je suis fondamentalement. Quand vous dormez, il n'y a plus de monde. Le monde, il n'est plus là. Hein. Le corps, on s'en soucie guère hein, quand on dort. Sauf si d'un coup on se réveille parce qu'on a une douleur, mais là on est réveillé, état de veille. Si on dort, tout va bien en fait. Hein, il n'y a plus rien qui nous pose problème quand on dort. Il y a tout qui disparaît en fait du monde du phénomène. Mais c'est parce que le monde des phénomènes vient se surajouter à quelque chose de plus profond. C'est ça que
j'essaie de vous faire voir depuis le début, hein, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose en dessous là, qui est là tout le temps. Un peu comme si nous étions des grands soleils, tous, et que ce soleil, ben, il est voilé par plein de nuages la plupart du temps, en fait. Et que l'idée, c'est que de voir que les nuages, ils ne sont pas réels. Ils ne sont pas réels. Voilà. Et que la vérité, c'est le soleil et la lumière qui émane. Voilà. Ça. Je vous laisse y réfléchir. C'est ça, c'est ça. Alors, dernière partie, redonner du sens. C'est là où j'ai dit que c'est fondamental de redonner du sens, effectivement, à ce qu'on vit. Ça veut dire permettre l'élan juste. Quand il y a une idée qui vient, cette idée, elle peut provenir de plusieurs espaces en nous. Ça peut provenir de ce qu'on pourrait appeler l'intuition ou quelque chose en fait qui nous dépasse, d'accord? Des fois, on a des idées comme ça qui nous viennent. Ah, je vais faire ça. Et à ce moment-là, quand il y a une idée de cet ordre-là qui nous vient, il y a comme le cœur qui s'ouvre, là, il y a quelque chose de beau, là. Vous avez déjà ressenti ça, non, dans certains moments. Ah, je vais faire ça, là. Ça. Ah, il y a de l'enthousiasme, il y a quelque chose là qui vibre, en fait. Ça, c'est l'élan juste. Moi, ce que j'appelle l'élan juste. Il y a d'autres élans qui ne sont pas si justes que ça. Dans le sens où ça vient plutôt fermer l'espace. Et généralement, ces élans-là, ils sont souvent dans le doute. Ah, est-ce que je devrais faire ça? Oui, mais j'ai pas vraiment envie. Ah, est-ce que je devrais dire ça? Oh, voilà. Tout est triqué, là. On a l'impression que notre corps, il se ferme comme ça. Et ça, ben, effectivement, souvent, c'est pas très juste. Hein. On a besoin d'aller voir qu'est-ce qui se passe en dessous, encore une fois. Aller se questionner, hein, voir pourquoi il y a ces doutes, pourquoi c'est pas comme ça ouvert. Alors, dans l'idée de redonner du sens, comment est-ce qu'on peut déterminer en fait si un élan est juste ou pas? C'est de déjà observer de manière lucide, en fait, tout simplement, très lucide, ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne nous correspond pas, ben, ça ne nous correspond pas, en fait. Point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir dépasser peut-être certaines peurs, certaines barrières, certaines choses ou certaines idées que je me suis racontées à moi-même et mes petites histoires pour éviter, en fait, de faire face à ce qui me fait peur, à ce qui m'empêche, etc., mes fausses croyances, pour aller chercher cet élan juste. Et des fois, ben, ça demande effectivement de dépasser des choses qui sont là, qui nous tenaillent. Et oui, s'ouvrir au changement, ça peut être difficile pour certaines personnes. Elles ont été habituées à fonctionner d'une certaine manière pendant de nombreuses années et on leur propose quelque chose de nouveau qui les rend enthousiastes. Mais pourtant, elles n'y arrivent pas. Et donc, c'est se donner la permission. L'idée de joie et d'enthousiasme, ça fait vraiment appel à l'idée de, j'aime pas ce mot, mais mériter. Hein. Souvent, on se dit, ah ben non, je ne mérite pas ça, je n'ai pas fait assez pour, je ne sais pas quoi, en fait, des histoires qu'on s'est racontées depuis toujours. Et en fait, qui a dit qu'on n'avait pas le droit? Si ça apparaît à nous et que ça se présente et qu'il y a tout pour. Il y a juste une idée qui dit j'ai pas le droit. Ben, l'idée, on la regarde et puis on lui dit ben, écoute Coco, non, ça va pas se passer comme ça en fait. Hein, se donner la permission, c'est hyper important. Parce que des fois, on ne se donne pas la permission de certaines choses, tout simplement. Parce qu'on aura pu nous dire, en fait, pareil, dans l'enfance, ben non, tu n'as pas droit. Tant que tu n'as pas fait ci ou là, tant que tu t'es pas comporté bien, gna, 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 gna. Voilà. Encore l'idée du bien et du mal aussi, donc de nous enfermer dans une certaine dualité. La vie est neutre, elle n'est pas duelle.
La clé numéro 7, tout est déjà là. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que l'être humain, il est en quête. Ça peut être conscient, inconscient, ça peut être visible ou pas, mais n'empêche qu'on a tous l'élan, en fait, d'une vie heureuse. On va pas se le cacher, quand même. Même si on est plein de fausses croyances comme quoi on ne mérite pas. Dans le fond, c'est quand même ça qu'on aimerait trouver. Et c'est bien normal, d'ailleurs. Mais le problème, c'est de le chercher à l'extérieur. Parce que l'extérieur, ça bouge. Et qu'une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous satisfait, on aimerait le garder. Sauf que comme c'est transitoire, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il y a l'idée de perte. Si la joie, elle vient de l'intérieur, si notre bonheur, en fait, il vient du plus profond de nous-mêmes, parce qu'on sait qu'en fait, quoi qu'il arrive, on sait s'aimer et aimer le monde tel qu'il vient. On sait avoir finalement être philosophe, on pourrait dire ça comme ça. Et ben, on n'a plus rien à chercher. Il n'y a plus rien à chercher. Il y a juste à voir que c'est là. Ça a toujours été là, en fait. Ça a toujours été là. Ah, il y a des nuages qui viennent troubler, en fait, cette vision-là. Mais ces nuages, ils sont une fois de plus transitoires. Ça vient se superposer à ce que nous sommes. Juste dire oui à ce qui doit être. Ah ben ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout va vers l'éveil. Qu'est-ce qu'on appelle l'éveil? L'éveil de la conscience. C'est de voir que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Et d'aller voir, alors si je ne suis pas ce que je crois être, ce moi qui fluctue, avec des contours qu'on essaye de maintenir, tant bien que mal. Qu'est-ce que je suis? S'il y a des gens qui sortent de leur corps, hein, il y a ce qu'on appelle des voyages astraux. Ça veut dire qu'on n'est pas le corps, puisqu'il y a quand même une conscience qui est là. Il y a des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, qui ont raconté plein de choses. Donc on est bien d'accord qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le corps. Le corps nous permet de percevoir, d'agir dans le monde, voilà. Mais on n'est pas le corps, en fait. Ça veut dire qu'au-delà du corps, il y a autre chose. On n'est pas les émotions, on peut les observer. On n'est pas les pensées, on peut les observer. Donc on n'est pas le mental non plus. Ah bah. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? En fait, l'idée de l'éveil de la conscience, c'est de voir ça, en fait. Qu'on a tendance à s'identifier à des choses qui apparaissent, mais qu'on n'est pas ça. Fondamentalement, on n'est pas ça, on est autre chose. De plus transcendantal, en fait. Et finalement, ben, on aurait tendance à voir que, en observant les choses, que la vie nous amène vers cette conscience, on va dire. Vers le fait de prendre conscience qu'on n'est pas ce qu'on croit être et qu'on a besoin d'aller chercher un peu plus loin, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est la phrase que je disais tout à l'heure. Le plus grand bien, c'est d'aller vers cette vérité profonde qui nous habite, finalement. Alors, il y a une petite invitation pour terminer cette conférence, c'est qu'est-ce qui pour vous aujourd'hui est compliqué et demanderait à être regardé. Donc, si vous avez envie, on peut le regarder ensemble. Alors, ceux qui sont en ligne peuvent participer s'ils ont envie. Voilà, ils peuvent dire quelque chose. Si quelqu'un a envie de participer, de dire, on peut décortiquer les choses ensemble. Mais si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Je vous oblige pas. Ah, Gilles, vas-y. Oula.
En fait, déjà, je suis de retour. Hein. Ouais. En fait, ce qui est compliqué pour moi, ça va être effectivement les interprétations des autres qui vont avoir sur moi, parce que juste parfois, ce qui m'arrive, de ma présence, mettre en lumière des choses qui ne vont pas voir. Et moi, je me confronte souvent à ça. Je ne suis pas responsable de qui se projette dessus, mais par contre, je vais pas subir, mais je vais avoir ce que ça provoque chez eux. Mhm. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, je comprends tout à fait ce que tu dis, Gilles. En fait, ce que je dirais, c'est si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça, déjà, et d'une, parce que si tu es là à ce moment-là avec cette personne-là, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être vu chez elle. Donc, c'est ça. Oui. Oui, mais l'idée, tu vois, c'est toujours de revenir à soi. Dire l'autre, c'est son affaire. Je veux dire, l'autre, il vit l'expérience comme il la vit. Et toi, tu ne peux pas induire qu'il la vive autrement, en fait. Donc, c'est aller voir à l'intérieur de toi, c'est quoi qui accroche par rapport à ce que l'autre y vit, par rapport à ce que l'autre y ressent, par rapport à sa réaction, tu vois. Est-ce que c'est quoi qui résonne en moi de ce que ça résonne chez l'autre? Non, c'est pas ça du tout, parce que ça, c'est dans le mental. Moi, je te demande d'aller voir c'est quoi l'inconfort, en fait. C'est quoi ton inconfort face à l'autre, tu vois? Et en quoi, si tu veux, cet inconfort, tu n'arrives pas à être avec? Ah, c'est ça mon truc. Ben, c'est ça en fait. C'est qu'il y a, si tu veux, chez toi comme chez tout le monde en fait, à un moment donné, il y a un inconfort qui est là, il y a un malaise. Et qu'est-ce qu'on voudrait? Ben, on voudrait que le malaise s'arrête. Mais si le malaise est là, c'est une invitation à porter un regard à l'intérieur. Toujours. Le malaise, c'est toujours ça. Toujours. Ok. À tester. Mais regarde là dans l'instant. Regarde dans l'instant. C'est quoi la pensée en fait qui dit que ça ne devrait pas être là ou ça ne devrait pas être comme ça, tu vois? Ouais. Et déconstruis ça. C'est-à-dire la pensée qui dit ah mais en fait soit toi soit l'autre ne devrait pas être comme ça ou les deux en même temps dans la circonstance. Ben, cette pensée elle dit des bêtises parce qu'elle sous-entend qu'il faudrait changer quelque chose. Ben non, c'est là. Tu vois, c'est juste ça. C'est très, très simple ce que je viens de vous amener ce matin. Mais c'est tellement vrai, en fait, quand on le regarde. C'est tellement simple et à la fois, on tombe devant l'évidence que si effectivement on prend conscience de ça dans l'instant où il y a un malaise, mais le malaise, il tombe, en fait. Le malaise, il tombe parce qu'il repose sur une idée fausse, tout simplement. Hein? Ça te va, Gilles, comme réponse? Ouais, oui, je peux. Donc en fait, le malaise, c'est qu'il n'y a pas de malaise. Ouais. Le malaise, c'est de voir un malaise là où il n'y en a pas. Oui. Oui. En fait, le mental va toujours créer des malaises parce qu'il aimerait que les choses soient autrement, parce qu'il y a des attachements. C'est-à-dire, on a un attachement qu'on veut plaire à tout le monde. Hein, dans ton cas, peut-être. Il y a un attachement, en fait, qu'on aimerait que ça se passe bien avec les autres. Eh bien, des fois, ça doit se passer mal. Et oui, parce que, en fait, peut-être avec cette personne-là, ben, on n'a plus rien à avoir. Et peut-être que ça doit mal se passer à un moment donné parce que ben, ce lien, il doit se couper. C'est comme ça. Ça peut arriver. Et des fois, on met en place des stratégies, on fait plein d'efforts, on se met en quatre pour quelqu'un et on se rend compte qu'en fait, eh bien, au bout d'un moment, on lâche l'affaire parce qu'on se dit, ben non, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais c'est pas contraire à l'amour. Au contraire, c'est s'écouter soi, en fait. C'est quoi qui est juste à un moment donné. Et c'est important de l'écouter. C'est ça. Merci Gilles. De rien, merci. Est-ce que je peux apporter ma situation? C'est Nadine. Oui. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vas-y.
Alors, moi, mon sujet, c'est que, alors ça doit être un schéma du passé, hein, mais j'en prends trop, et finalement, j'ai pris conscience il y a quelque temps que j'ai presque le culte de la difficulté, quoi. Bon, j'avais des parents qui étaient comme ça, dans l'effort, dans la difficulté, et donc, j'en prends trop, du coup, il peut y avoir des clients qui arrivent, du monde, etc. Et j'ai pris conscience que finalement, je cultivais une vie difficile, quoi. Et en même temps, dès qu'il s'agit de prendre des décisions pour me rendre la vie facile, c'est comme si j'y arrivais pas, quoi. Oui, bah oui, ça c'est typiquement des sabotages. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est typiquement des sabotages. Il y a, à mon sens, si tu veux, là-dedans, une loyauté par rapport aux parents. On a souvent des loyautés par rapport à nos parents. Nos parents pensaient que c'était bien, hein, il y a encore l'idée de bien et de mal. Donc, si je veux être bien, quelqu'un de bien, qui fait bien les choses, alors je vais me comporter de telle manière. Tu vois, Nadine? Donc, en fait, si tu veux, à l'intérieur de toi, il y a comme une espèce de contradiction. Hein. Ouais. D'un côté, tu veux être quelqu'un de bien, et de l'autre, tu veux être, Exactement. tout Exactement. simplement, en faisant ce qui est juste pour toi. Et Eh ça, ben, j'ai beaucoup de mal. c'est ça. Eh ben, il faut juste lâcher, être quelqu'un de bien. C'est quoi être quelqu'un de bien? En fait, il faut déconstruire la croyance. C'est quoi être quelqu'un de bien? En fait, tu as juste besoin d'être toi. Être quelqu'un de bien, c'est souvent dans le regard des autres. Hein. Exactement. C'est très relié au regard des autres. Et Bien souvent, sûr, bien des sûr. interprétations en plus du regard des autres. C'est ça. Ouais, ouais. Mais généralement, on s'attache au regard des autres. On agit Consciemment. rarement C'est ça. sans en prendre Et effectivement, moi, j'ai juste envie, comme tu le dis, d'être bien. sans y faire attention, enfin, sans prendre attention à ce qu'on provoque chez les autres. Oui, oui. Puis souvent, ce sont vraiment des constructions mentales. Hein. Là, pour le coup, on est dans l'imaginaire complet. Hein. Si cette personne, elle réagit comme ça, c'est parce que et Hein. Voilà, on construit vite, en fait, une histoire. Hein, c'est dans les accords Toltec, par exemple, qu'on dit, en fait, jamais une affaire personnelle. C'est ça. En fait, jamais une affaire personnelle, c'est en gros ne pas construire des choses à partir de faits. Et à la suite de ce que vous avez dit ce matin, là, il y a une idée qui me vient. On emploie souvent la phrase il ne faut pas s'écouter. Mais non, il faut s'écouter. Oui. Enfin, au moins de temps en temps, sauf si c'est en Oui, bien voilà, pour le monde. oui. Quoi. Hein, mais il faut. C'est Pourquoi ne ça. pas s'écouter? C'est peut-être le contraire. Exactement, exactement. Et donc, Nadine, Oui. est-ce que tu peux renoncer au fait d'être quelqu'un de bien au sens de tes parents? J'en sais rien. Je ne sais pas comment faire. En fait, c'est ça. C'est aller à l'encontre, si tu veux, de cet attachement à D'accord. loyal, tu vois, à cette idée-là. D'accord. Et de voir qu'en réalité, ce qui va te mettre en joie, c'est forcément bien. Ah, d'accord. Tu vois? Toi, tu penses que ça doit se travailler, ça peut se faire seul, il faut pouvoir être accompagné là-dessus. À toi de le ressentir, tu vois, Ouais. au moment où il y a une décision à prendre, un acte à poser dans une situation déterminée, quand tu vois que ça accroche et que ça ne peut pas aller vers quelque chose qui serait bon pour toi, c'est là qu'il faut regarder, quoi. C'est à ce moment-là, tu vois, où ça accroche et où ce serait intéressant d'aller voir ce qui dit que c'est pas possible pour toi de prendre cette décision-là, par exemple. Ouais, tout à fait. Bah, j'en ai plein des trucs comme ça. À l'appel, à l'appel. Mais après, avec joie de t'accompagner là-dessus si tu le souhaites. D'accord, Charlotte. Merci beaucoup. Avec plaisir, Nadine. Est-ce que quelqu'un d'autre veut? Oui, bonjour, je suis Jean-Paul. Ok. J'ai pas mal de questionnements par rapport à
que vous dites. Essaye À de propos parler des un peu émotions. Alors, plus fort. est-ce que vous m'entendez bien là? Il faudrait que tu essayes de parler un tout petit peu plus fort, sinon je retransmettrai. D'accord, je pense que c'est mon téléphone qui n'est pas très performant. Vous Ah oui, m'entendez pas très bien. Ouais. Bon, c'est dommage. J'avais pas mal de choses à dire. Non, mais Du coup, essaye de nous dire quand je vais même, être on va essayer de frustré. prêter l'oreille. Du coup, je vais être frustré, en colère, et ce sera de votre faute. Ah, non, je plaisante. Comment tu dis? On m'entend très mal. Oui, on t'entend pas très très bien. Bon, bah alors, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois alors. Ah mince. Oui. Mais le par écrit, tu peux poser une question par écrit, sinon éventuellement il y a le chat, si tu Ou alors, souhaites. j'essaie peut-être de sortir dehors parce que j'ai une mauvaise. Là, on t'entend mieux. Là, quand tu Là, vous disais ça, on m'entendez t'entend mieux? Vous m'entendez mieux? mieux. Ouais, là c'est mieux, ouais. Bon, d'accord. Alors, en fait, j'avais juste des interrogations par rapport à votre énoncé sur les émotions, etc. Dans un premier temps, je me demandais si j'avais bien compris que il fallait, selon vous, exprimer nos émotions plutôt que les réprouver, en fait. C'est ça? Oui, oui, effectivement. Alors, moi, en ce qui me concerne, parce que c'est mieux que je parle de moi que des autres, c'est que moi, mes émotions, je les ai toujours exprimées. J'ai pas eu d'interdit dans mon éducation qui, voilà, j'étais assez libre et très vite d'exprimer toutes mes émotions. Mhm. Je sais qu'il y a des carcans idéologiques, etc., qui font que souvent on éduque les enfants de telle manière à ce que, Oui, voilà. Eh bien, là où j'en suis, moi, aujourd'hui, à mon âge, à plus de 60 ans, je me dis que je devrais les maîtriser, ces émotions. J'ai l'impression de comprendre qu'en les maîtrisant, je peux les comprendre un peu mieux. C'est-à-dire qu'en fait, si je les laisse parler, je deviens, je deviens l'acteur de leur, comment dire, de ce oui, qu'elles produisent, et à ce moment-là, je ne peux pas les comprendre. Donc j'ai oui. l'impression que je dois fournir un effort de maîtrise par rapport à mes émotions. Pour mieux, Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, il y a un moment donné où l'émotion, elle peut paraître prendre trop de place. c'est ça, c'est le cas. Trop de place. C'est ça. Effectivement, quand on a longtemps contenu les émotions, quand on commence à les laisser s'exprimer, des fois, ça part un peu dans tous les sens. Alors, ça n'a pas l'air d'être ton cas. Non, Voilà. Mais si les émotions sont très fortes, ben, ça peut être une bonne idée, effectivement, de s'isoler déjà. voilà. C'est sûr que quand on est très, très en colère, ben, des fois, ça fait du bien de s'isoler dans une pièce, taper dans un coussin, crier un bon coup. Voilà. Voilà. Déjà, Et du coup, il y a une autre idée. une Ouais, fois de plus, je vais le répéter, mais c'est important, l'autre n'est pas responsable de nos émotions. voilà. Alors, il y a une autre idée qui me vient du coup. C'est c'est la traduction, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, les émotions, c'est quoi? Moi, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est quelque chose d'un peu informe et qui n'a pas de langage, en fait. Et la traduction de nos émotions, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un échec. C'est-à-dire que ce qui nous blesse à exprimer nos émotions, selon moi, c'est qu'on est déçu de la traduction qu'on a. C'est-à-dire que si on arrivait à vraiment dire les choses telles que ça pourrait nous contenter, nous n'aurions plus rien à dire, en fin de compte. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans un truc un peu d'artiste, c'est-à-dire que comment traduire quelque chose d'informe comme ça qui nous dépasse? L'émotion, elle est au centre de toutes les œuvres artistiques, vous voyez? Elle est sublimée, mais l'artiste, lui, il continue de se flux. L'émotion, elle est vivante. L'émotion, elle est Moi, j'ai profondément l'impression qu'il faut vivante. trouver ce langage, tout en On sachant pourrait qu'on dire ne pourrait que jamais. l'émotion, c'est… Oui, pardon. Il faut trouver le langage de nos émotions, mais on ne le trouvera Oui, jamais. oui. Mais On ne le après trouvera aussi, jamais. les émotions, elles peuvent s'exprimer de plein de manières. On peut écrire des livres, on peut peindre, le travail créatif aide beaucoup à l'expression des émotions, notamment des émotions enfouies. Après, quand effectivement, tu dis il y a besoin d'une traduction,
Ben, pas toujours, en fait, pas toujours. Bah, Et si moi, l'idée, c'était je prends juste l'exemple d'être des avec, enfants. Voilà. être avec, tu Je vois? prends l'exemple des enfants frustrés, qui sont capables de violence, etc. Il Oui. leur manque les mots, quoi, souvent. Ah oui, c'est vrai, c'est exact. On est d'accord? Justement, Il leur l'émotion manque est les là mots. pour pallier à ça quand il y a pas les mots. C'est pourquoi les enfants Voilà. font autant de colère, ont autant d'émotions, parce que justement, souvent, ils n'ont pas le langage pour exprimer les choses. Ils Alors n'arrivent moi, j'ai pas. envie de dire, du Alors, coup, j'ai envie de dire l'émotion, parfait, accueillons-la, mais il faudrait que chacun puisse avoir les moyens de la sublimer, de la diriger. C'est ça le truc. Sinon, elle est oui, dévastatrice pour les oui. autres. Après, plus il y a un regard dessus qui est posé, qui est accueillant, on va dire, qui est aimant, on va dire, qui ne va pas chercher à ce que ce soit d'une manière ou d'une autre, etc. Ben, plus l'émotion, en fait, elle va couler et puis ça ne va pas être important, en fait. On y accorde de l'importance quand c'est violent, quand c'est souffrant, quand ça crée un malaise, une fois de plus, en fait. On en revient à l'idée de malaise. Mais quand il n'y a pas de malaise, ben, l'émotion, elle passe et puis on passe à autre chose, en fait. S'il y a un malaise, je Oui, reviens c'est sur vrai. les outils-là, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Encore une fois. Bah, c'est très intéressant en tout cas. Merci. Bah, Merci de merci ta à toi. question. Merci. OK. Alors, eh ben, merci pour toutes ces interventions. Donc, je vais clôturer un petit peu pour parler de ce que je propose, hein, puisque c'est aussi le propos d'être là, de me présenter à vous, hein, donc qui est invité par là et qui peut-être avait envie de mieux connaître ce que je propose. Donc, effectivement, la thérapie individuelle. Voilà, je fais aussi des accompagnements, donc pour l'instant, c'est en ligne, mais pourquoi pas à un moment donné les faire de manière collective, en présentiel aussi, pourquoi pas. J'ai déjà organisé donc des stages et des retraites en ligne aussi, mais en présentiel aussi. Voilà, on est en train d'aménager le premier étage de notre maison justement pour pouvoir accueillir justement des stages et des choses comme ça. Voilà, donc dans cette optique-là. Ensuite, je fais ce qu'on appelle des guidances, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup les cartes pour, on va dire, entrer en communication avec l'émotion, avec le trauma, avec ce qui est là. Et souvent, c'est très, très juste. C'est pour ça que j'ai installé des petites cartes, vous verrez sur la table de l'entrée. Vous pourrez en tirer une pour voir qu'est-ce qu'il y a dans l'instant pour moi. Et je vous donnerai le petit texte qui est associé à la carte. Donc, les cartes qui sont exposées là-bas, c'est moi qui les ai créées. En fait, c'est un jeu que j'ai créé pour répondre justement à ce qui se passe dans l'instant. Et quand je fais face, en fait, à ce que je vis dans le moment, voilà. Et donc, essayer de revenir justement à ce que nous sommes fondamentalement et ne pas se laisser guider par des choses qui voilent, en fait, hein, notre regard juste. Je propose aussi des ateliers où je transmets mes outils. Voilà. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, en fait. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai laissé des petits papiers pour s'il y a des gens qui sont intéressés pour des petites choses, pour me dire qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Voilà, parce qu'on peut mettre en place plein de choses. Voilà. Charlotte, on retrouve toutes ces informations sur le site ou quand on est à distance? Alors, sur le site, normalement, tu as beaucoup d'informations. Ouais, Ok. au centredemoi.fr, c'est assez facile. Pardon, tu peux répéter? C'est marqué sur les diapos, regarde Nadine. Ah, pardon. Centredemoi.fr. Ah, excuse-moi, c'est parce que je ne voyais pas. Ok. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, tu retrouveras. Alors, je suis sur Facebook aussi, pour ceux qui veulent. J'ai une chaîne YouTube où je diffuse aussi pas mal de vidéos pour amener à comprendre certains points, etc. Et voilà, et j'ai écrit 2 bouquins. Voilà. Le premier, c'est plus une approche, on va dire, introspective, trouver en fait les portes d'entrée à nos traumas, mémoires, etc. Ce qui fait qu'on vrille ou qu'on a des réactions disproportionnées ou pas adéquates, ou qu'on répète des schémas, etc. Donc mieux les comprendre et arriver à accéder. Et le deuxième livre, c'est, on va dire, le glissement vers la compréhension que nous ne sommes pas ce que nous croyons. Et donc aller vers quelque chose de plus profond qui nous amène finalement à nous détendre. Voilà.
par rapport à ce qui est là, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à tout ce qu'on a cru vrai et qui n'est pas vrai. Voilà. Voilà, voilà. Merci à toi, c'est un beau travail. Bon, Merci Nadine, Merci. merci. Voilà, ben voilà, si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de partager vos réactions ou autres, c'est le moment. En tous les cas, je vous remercie. Merci de votre participation active, de votre implication, et puis à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Au revoir, merci à tous ceux qui étaient en ligne aussi. Il y en a qui sont déjà partis. Voilà, ceux qui étaient en ligne, ils étaient où? Chez eux? Chez eux, voilà. Chez eux. Donc j'ai diffusé le lien pour que. Enfin, en fait, certaines personnes m'ont dit est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une connexion parce que je ne peux pas me déplacer ou parce qu'il y en a beaucoup qui sont loin, en fait, tout simplement. Okay. Parce que je travaille beaucoup à distance, en visioconférence, en fait. Voilà. C'est pour ça. Voilà. Bien, merci. Avec plaisir. Merci. Au revoir, Charlotte. Au revoir Nadine et au revoir à tous ceux qui sont là. Merci. Ah oui. Alors, là, on va arrêter l'enregistrement.